vous avez une tâche infiniment difficile, hein, de nous expliquer quelles sont ces nouvelles techniques de renseignement dont les modalités ont été accrues par le législateur. Ce que vous pensez effectivement du recours, là encore, de plus en plus impressionnant à des injonctions administratives et non pas judiciaires pour certaines techniques qui auparavant faisaient l'objet de procédures judiciaires. Je songe à la géolocalisation à temps réel, au captage d'images. Et peut-être aurons-nous le temps d'échanger sur les garanties, hein, puisqu'il faut surveiller les surveillants, sur la question extrêmement polémique de cette nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et de toutes les critiques qui ont été émises quant à la réalité des garanties qu'elle présentait pour le citoyen. Voilà, donc je vous passe la parole et je crois que vous nous avez préparé quelques slides. Voilà, parce que comme je savais que j'allais être très rébarbative et que je m'adresse quand même à un public de sachants, je pense que le corpus de la loi dit beaucoup de choses. Pour comprendre cette loi, il est préférable que j'ai des slides pour que nous puissions, de manière concertée, lire ce qui a été préparé par nos législateurs. Vous parliez du juge judiciaire, je dirais tout simplement, monsieur le conseiller, que le juge judiciaire a carrément disparu dans cette loi. Il n'existe pas. C'est un concept qui n'est plus rare, mais qui n'existe plus. Cette loi, c'est surtout une loi pour mettre en avant les techniques de recueil de renseignements. Les techniques de recueil de renseignements, on dira, certains diront nouvelles, certains diront déjà existantes, et puis dans une loi, et je vais me faire très critique puisque j'ai le plaisir de m'adresser à des étudiants, des magistrats, des journalistes, mais surtout à bon nombre de mes confrères, donc en avocat audacieuse qui a beaucoup travaillé sur la régulation des trafics sur Internet, à la fois parfois pour les mauvais quand on était sur les jeux et paris en ligne et qu'on s'interrogeait sur la position de cette activité, et puis parfois entre guillemets pour les bons quand on essayait d'obérer en fait la haine sur Internet et toutes les formes de racisme sur Internet. On a sur cette nouvelle loi du 24 juillet quelque chose d'assez obscur contre laquelle beaucoup se sont élevés. Alors vous parliez des journalistes, mais il y a aussi la CNIL, avec un premier avis de Mme Falk-Perrotin le 5 mars dernier, après qu'elle ait été auditionnée. On a revu un peu la copie, donc elle a rendu une délibération le 19 mars, dont je vous donnerai tout à l'heure dans mes slides la référence, et vous verrez qu'après, elle a apprécié qu'on ait pris en cause un certain nombre de choses. Les avocats qui ont brandi le bras, qui ont bien dit qu'il y avait dans cette loi des dangers globaux pour la majeure partie des personnes, et puis plus spécifiques à la profession d'avocat, à la profession de journaliste, à la profession de magistrat. Ils avaient même cité aussi les médecins qui ont été dégagés de l'exception. Mais il y avait aussi les professeurs d'université qui s'inquiétaient dans leurs échanges internationaux. Et vous verrez dans la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet, elle est venue s'insérer justement dans cette loi fourre-tout la partie concernant les mesures dites internationales. Donc, c'est une surveillance massive qui existait déjà et qu'on vient légiférer. C'est un nouveau paradigme dans ce fâcheux mot qu'on appelle les big data, donc la concentration, la conservation d'un stockage de données de masse. Préalablement, j'avais envie de revenir un peu sur la définition de l'Internet, puisqu'en fait, on a, pendant des années, structuré la grande réflexion entre le contenant et le contenu. Et finalement, on se rend compte avec cette loi que Internet n'est qu'un réseau de transport d'informations. Plus qu'un ensemble de contenus, on s'attaque à l'information préalablement pour sa capture en tant que de besoin. Je voulais vous citer quand même le principe de neutralité parce qu'il a un impact, puisque c'est justement cette régulation des trafics sur Internet est en rapport avec le principe de la neutralité et donc de l'accessibilité de l'Internet, qui est un bien commun, un bien de service pour tous et en général.
et puis les recommandations de l'ARCEP, mais aussi préalablement, préalablement à cette loi, on avait déjà, en 1991, sur l'interception de correspondances émises par la voie électronique, des premières mesures qui permettaient à un service de renseignement de pouvoir collecter les données de collection, des premiers contrôles d'une fameuse Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui est actuellement toujours existante sous la présidence de M. Delarue. Et puis, face aux évolutions technologiques, une nouvelle loi, le 23 janvier 2006, qui, elle, caractérisait déjà la lutte contre le terrorisme. Et puis, encore plus récemment, une loi qui est un peu passée à l'as, là aussi, qui est intervenue à très brève échéance après la loi Cazeneuve de novembre, quelque temps précédent la loi Cazeneuve de novembre 2014. C'était une loi qui donnait déjà sur les renseignements, mais d'ordre militaire, un certain nombre de dispositions sur la notion de défense et sécurité nationale. Et je crois que dans ce rayonnement, il y a eu toute une réflexion qui a été mise en place par le pouvoir législatif de vouloir transposer finalement cette sécurité militaire à ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Alors vous reprendrez dans cette nouvelle disposition, vous parliez tout à l'heure donc de la loi Cazeneuve. J'ai voulu reprendre, pour vous la reciter, la loi Cazeneuve et les décrets sur les blocages de sites, mais aussi la désindexation des sites web, où on a vu donc quelque chose d'extrêmement virulent qui est venu quand même obérer l'Internet. Et puis, je passerai tout le synopsis de cette fameuse loi Cazeneuve. Une décision aussi de l'autorité de régulation américaine, en fait la Federal Communications Commission, qui est venue border, en fait, elle aussi, elle a mis du temps, elle a mis beaucoup plus de temps que les Européens, le principe de la neutralité. Et c'était un peu le yin du yang, c'est-à-dire en positionnant la neutralité, enfin, on venait dessiner en fait la manière dont on pourrait derrière amener à bloquer les fournisseurs d'accès, mais d'une manière contingentée, limitée ou surveillée. Donc lutter contre les activistes, lutter contre les insiders, comme diraient certains ingénieurs. Alors je dois vous dire que pour être un peu plus trendy, j'avais pensé à un moment donné faire mon intervention avec un ingénieur, parce que les experts en ingénierie discutent beaucoup. Il y a de grosses communautés, mais il y a aussi des symposiums et pas mal d'univers lobbyistes sur la question. Je vous parlerai tout à l'heure de ce fameux algorithme dont on parle dans la loi sur le renseignement, mais sur laquelle déjà les ingénieurs sont très critiques. J'avais pensé aussi à un moment donné demander à un policier, enfin à tous ces gens des renseignements, de venir nous expliquer ces boîtiers, etc., pour être un peu plus trendy, là encore, dans la présentation. Mais je pense qu'on va rester stricto sensu juridique, parce que finalement, on est dans un nouveau monde, et c'est pas forcément un nouveau paradigme, c'est là où moi je parle de Googleistan, parce que au fond, on veut nous faire comprendre qu'Internet se doit d'être régulé à toute épreuve, avant, pendant et après, face au terrorisme. Et donc, dans ce schéma, dans ce moule très conceptuel, on a donné d'abord, avec cette loi, des pleins pouvoirs pharaoniques. Et vous pourrez lire l'article L821-2 de cette loi, qui nous dit bien que l'autorisation mentionnée est délivrée sur demande écrite motivée du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget et des douanes. Donc vous voyez qu'on est quand même sur plus qu'un ministre de l'Intérieur ou de la Défense. On a aussi maintenant les ministres des douanes, budget, etc., qui peuvent intervenir. Donc vous voyez que la sphère est large. Et c'est parce que peut-être cette sphère était large qu'on a eu une saisine du Conseil constitutionnel. Alors elle s'est faite par 60 parlementaires, mais elle s'est faite aussi, et c'était la chose extraordinaire, elle s'est faite par le président de la République qui s'est donc autosaisi. Donc le Conseil constitutionnel, on va dire, a plus ou moins bien bossé, parce qu'il est quand même venu censurer un certain nombre de points importants dans cette loi, mais pas que.
Donc, on peut être inquiet. Maintenant, le Conseil constitutionnel a quand même rappelé des principes fondamentaux sur le respect de la vie privée, la liberté de communication et le droit à un recours juridictionnel effectif. Et je vais vous expliquer sur quoi. Le Conseil constitutionnel, pour moi, a validé la quasi-généralité de cette loi. Mais elle a rappelé un principe d'exigence sur la notion de proportionnalité. Et cette proportionnalité, elle la balance justement par l'audit qui est possible d'être fait par cette commission dont vous rappelez cette création, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Alors, j'expliquerai un petit peu plus tard sa composition parce que là aussi, il y a déjà une critique. Le Conseil constitutionnel est aussi venu censurer l'urgence opérationnelle. Alors, il y a l'urgence absolue, c'est-à-dire que l'urgence absolue, on toque quand même à la porte du Premier ministre dans les 24 heures, mais le Premier ministre n'est pas obligé préalablement de soumettre aussi dans les 24 heures l'avis de la Commission. Il peut donner la possibilité aux membres, aux cellules de renseignement, cellules de renseignement d'agir sans la saisine de la Commission. Eh bien, l'urgence opérationnelle, elle était encore plus insidieuse puisqu'elle bannissait même la saisine préalable du Premier ministre. Et donc, il pouvait agir et ensuite aviser le Premier ministre. Donc ça, le Conseil constitutionnel est venu le censurer. Ils ont dit non, l'urgence opérationnelle, c'est un concept flou. En tout cas, on le balaye. Le Conseil constitutionnel est venu rappeler, et je vous donnerai dans un autre slide des informations très précises sur ce sujet, est venu rappeler en fait la norme sur le secret professionnel en la qualifiant pour nous, magistrats, avocats, journalistes et parlementaires, en imposant une règle dans le cadre de l'urgence absolue à la saisine tout de même de la Commission pour ces professions et surtout le respect, à tout le moins, de notre secret professionnel. Quand je dis notre, c'est nous avocats, mais c'est aussi le vôtre pour vous, journalistes, à savoir le fait qu'on ne puisse aller capter des informations dans le cadre de notre exercice pur. Et puis, un dernier point, un quatrième point essentiel à la censure du Conseil constitutionnel, c'est effectivement cette mesure de surveillance internationale où finalement le Conseil constitutionnel nous dit que cet article 854-1, qui a donc été abrogé, censuré, relatif aux mesures de surveillance internationale, motif qu'en ne définissant pas dans la loi ni les conditions d'exploitation, de conservation, de la destruction des renseignements collectés en application de cet article, ni celle du contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n'a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Voilà. Et sur cela, il y avait d'ailleurs un organe d'avocats internationaux, la FABA, la Fédération américaine des avocats qui sont inscrits au barreau de Paris et dans les barreaux américains, évoquait d'ailleurs que cet article qui impactait les mesures de surveillance internationale de manière trop générale et trop globale, était en plus dangereuse parce qu'au fond, l'exception qui était donnée à l'avocat en France n'était pas donnée à l'avocat sur le territoire extrafrontalier. Et donc, il y avait une vraie difficulté. Vous voyez, dans le fourre-tout, finalement, le Conseil constitutionnel a su intervenir, mais il a fallu à tout moment être vigilant. Alors, si ça passe, je vous ai mis la définition sur l'article 1, en fait, de cette loi qui prévoit donc le respect de la vie privée dans toutes ses composantes, notamment le secret de correspondance, de protection des données, mais aussi pour l'autorité publique, le fait de ne pas porter atteinte à ces dites libertés, aussi elle le faisait dans un principe de proportionnalité. Alors, elle vient, cette loi, définir la notion de défense nationale. Je vous ai mis après. Alors, c'est un petit peu plus difficile parce que je le vois de loin. Voilà, je ne sais pas si ça... Excusez-moi.
elle vient définir la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et c'était là où je voulais émettre une critique. C'est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de 9 membres. Donc vous avez 2 députés, 2 sénateurs, 2 membres du Conseil d'État et 2 membres de la Cour de cassation, pour faire plaisir à M. Montfort. Mais il y a un 9e homme, et le 9e homme, c'est un expert qui est désigné sur la proposition de l'ARCEP. Alors là, les experts techniques sont venus dire... Finalement, s'il est désigné par l'ARCEP, il n'est pas très indépendant. Et puis surtout, cette personne, cet expert, qui va être fondamental justement dans le synopsis de ce fameux algorithme, cet algorithme qui permettra de travailler les techniques de renseignement en amont, est-ce qu'il sera suffisamment compétent? Donc vous voyez, tout ça est resté un peu flou. Et il y a dans cette loi la possibilité de former en fait un recours devant le Conseil d'État contre les décisions relatives à l'autorisation ou la mise en œuvre de ces techniques et se porter sur les conservations de renseignements collectés. Alors, sur les conditions de la saisine du Conseil d'État, je ne vous cache pas que j'ai discuté avec certains magistrats. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas eu encore de requête à devoir prendre en compte, même si la loi est promulguée. Mais eux-mêmes sont un peu dans une sorte de flou artistique et ils n'ont pas su véritablement, pour l'instant, me répondre sur leurs conditions d'action et comment ils verront la chose. Donc, je vous ai mis, pardonnez-moi, c'est un peu rébarbatif, donc je vous laisse le visa de l'article 811-3 de cette loi qui vous donne les modalités de cette prévention du terrorisme, prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actes tendant au maintien ou à la reconstitution des groupements dissous en application de l'article L212-1 visant les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Alors, j'évoquais dans l'article L821-7 le régime spécial pour les avocats et magistrats. Je le passe parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Et je vous évoquais alors je vais passer aussi ce slide parce que je voudrais vraiment vous dire quelques petites choses sur la décision la censure commentée du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel a considéré que l'examen systématique par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement siégeant en formation plénière d'une demande de mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignements concernant un membre de Parlement, avec cette possibilité d'agir donc par une saisie automatique, ne bravait pas pour les avocats, magistrats et journalistes, n'entachait pas leur secret professionnel. Sur le droit au respect à la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, là encore, les dispositifs de contrôle mis en place pour le Conseil constitutionnel étaient en accord avec nos libertés publiques. Sur notre liberté d'expression, qui reste pour le Conseil constitutionnel un droit fondamental, là encore, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte portée et que les mesures, si elles restaient proportionnées, restaient conformes à notre Constitution. Cependant, et là c'est intéressant dans le commentaire, en fait, le Conseil constitutionnel admet que finalement, cette liberté, entre guillemets, active, moi je dis interactive, c'est-à-dire cette liberté du net, reste quand même assez générale et qu'on peut s'attendre à ce qu'effectivement, au fur et à mesure, dans la notion de proportionnalité, la Commission se doit de rendre des avis sévères en tant que de besoin. Donc, vous voyez, les magistrats ne sanctionnent pas vraiment, mais en même temps, quand je dis les magistrats du Conseil constitutionnel, s'inquiètent quand même de cette liberté interactive. Je vous avais mis quelques éléments sur une précédente décision justement de la précédente loi, mais j'y passerai parce qu'on n'a pas trop le temps. Je vous avais mis aussi le fait que pour le Conseil constitutionnel, eh bien, l'examen qui était fait sur cette police administrative ne portait aucune atteinte
à nos droits et libertés publiques lorsqu'il fallait y voir un intérêt fondamental pour la nation. Et je voulais, puisqu'il me reste 3 minutes et que je préférerais répondre à vos questions, vous donner quand même quelques critiques sur la boîte noire. C'est ce qui m'a, en fait, avec une communauté d'ingénieurs, le plus intéressée. Alors, cette boîte noire, elle a pour un intérêt... Alors, par exemple, vous prenez OVH, qui héberge un certain nombre, la plupart des sites, en fait, à peu près 70% des sites sur le marché français. En fait, cette boîte noire, elle est installée. Alors, il y a des délais, 24 heures, 30 jours, 4 mois. Pour certaines collectes, jusqu'à 5 ans. Vous les verrez dans la loi. Hein, elles sont toutes synopsisées. Eh bien, en fait, c'est une collecte en vrac. Hein. C'est un monde de métadonnées avec des clusters démultipliés. Et finalement, c'est un peu une collecte fourre-tout sur lequel... la différenciation entre les gens surveillés ne sera pas très bien indexée. Alors l'exemple commun, c'est celui de dire par exemple qu'un agriculteur qui ira acheter pour son activité un engrais ou un désherbant avec une composition chimique très particulière, il en achètera plusieurs fois d'une manière assez massive, mais que celui-ci aura été indexé dans une liste de composants pour fabriquer une bombe, finalement pourra se retrouver à l'aune de cette boîte noire dans une cellule de veille des agents du renseignement. Et que pour eux, ils considèrent qu'au-delà de réguler le trafic dans la partie technique, c'est une régulation en vrac qui n'a aucun impact et aucun effet immédiat opérationnel qui puisse être probant. Et en plus, ils disent que finalement, on peut créer une fabrication, on peut marquer et fabriquer en fait des personnes, des pseudo-hackers, pour créer des fakes, en fait, un faux monde, et contourner soit la boîte noire, soit le prototype de la personne qui serait ainsi fabriquée. L'autre point, c'est finalement cette indexation que l'on fait. Alors, par exemple, quand on fait du tracking et qu'on modélise une personne avec Google+, avec Criteo, eh bien, on le voit dans une version positive parce que c'est monétisable pour les publicitaires, mais on va le voir d'une manière négative dans un autre monde qui sera plus dérangeant. J'en finirai en disant que finalement, on peut s'interroger sur le contrôle de la commission, sur la compétence de ses membres, sur la validité des algorithmes et qui seront codifiés par le gouvernement dans ce concept flou qui est l'intérêt français quand on nous en parle dans la loi qui reste quand même assez générique. Est-ce que nous rentrons dans une société de surveillance générale a priori et non plus pendante ou a posteriori? C'est la vraie question, c'est une vraie critique qui est faite certes par la communauté des internautes qui a toujours été en avance sur son temps et le temps législatif, mais c'est vraiment une question sur laquelle nous devrons tous nous interroger dans les mois et les années à venir.